Aujourd'hui, cinquième, histoire partie 2, société, église et pouvoir politique dans l'Occident féodal, du XIe au XVe siècle. Chapitre 9, l'affirmation de l'État monarchique des Capétiens et des Valois. Affirmation de l'État monarchique, ça veut dire développement du royaume par les rois, avec une seule et même famille, les Capétiens et les Valois. Les Valois sont tout simplement les cousins des Capétiens. La question, elle est simple. Comment la société des seigneurs, la société féodale, va-t-elle progressivement, petit à petit, se transformer en une société monarchique, une société où c'est le roi qui domine? Pour commencer, un grand 1, la féodalité, le temps des seigneurs, des liens d'homme à homme. Un texte simple nous permet de résumer ce que c'est que la féodalité. Avec la fin de l'empire créé par Charlemagne, le pouvoir revient à des seigneurs, qui vont exercer les pouvoirs militaires, de justice et de commandement dans des territoires précis, la seigneurie. Au Xe siècle, donc aux environs des années 900, alors que les guerres entre seigneurs sont nombreuses, qu'il y a des invasions, pensons aux Vikings notamment, de petits seigneurs vont se lier à des seigneurs plus puissants. Par une cérémonie spéciale, ils vont donc devenir des alliés. Chacun doit à l'autre des obligations. Ce système porte un nom, c'est la féodalité. C'est bien ce système de relation entre un homme et un homme moins puissant qui se met au service d'un homme plus puissant, tout ça par une cérémonie. La miniature A nous montre la fameuse cérémonie de l'hommage. On voit le seigneur moins puissant, un genou à terre. Il met ses mains, en signe de soumission, mais aussi d'alliance, dans celle du seigneur plus puissant, en rouge. Le seigneur plus puissant va porter le nom de suzerain. Le seigneur moins puissant va porter le nom de vassal. Et à l'arrière-plan, vous pouvez voir un homme d'église qui note. Rappelez-vous qu'il n'y a que les hommes d'église, quasiment, qui au XIIIe siècle maîtrisent encore l'écriture, et qui va officialiser cette cérémonie, cette alliance. Alors, c'est plutôt rare, parce que généralement, on fait ça de façon publique, comme ça on a des témoins, et il n'y a pas forcément de personnes du clergé à côté pour pouvoir écrire. Le texte B nous explique comment ça fonctionnait. Le comte demanda au futur vassal s'il voulait devenir son homme, et celui-ci répondit « Je le veux ». Et en ayant joint les mains que le comte enveloppa des siennes, ils se lièrent par l'accolade. Ça veut dire qu'ils se prennent dans les bras. En second lieu, celui qui avait fait hommage engagea sa foi au délégué du comte en ces termes. Je m'engage en ma foi à être fidèle au comte Guillaume, et l'hommage ainsi fait, je l'observerai contre tous, de bonne foi et sans fraude. Et il jura la même chose une troisième fois sur les reliques des saints. Ensuite, au moyen d'une baguette qu'il tenait en main, le comte donna l'investiture, donc un fief, à tous ceux qui lui avaient fait hommage par serment. Ça, c'est l'hommage au comte de Flandre. Alors pourquoi il lui donne quelque chose? Puisque le seigneur plus puissant, le suzerain, va fournir un morceau de terre sur sa seigneurie qu'il va donner, si on veut, au vassal. Sur cette terre, il y a des paysans, il y a des bois, il y a des taxes, il y a des récoltes. Avec l'argent récolté, il va pouvoir du coup s'équiper en épée, en cotte de maille, acheter un cheval, tout ce qu'il faut pour lui permettre de tenir son rang de seigneur. Donc ce sont des seigneurs moins puissants qui vont se lier avec des seigneurs plus puissants. L'avantage pour le seigneur plus puissant, c'est qu'il dispose d'une réserve d'hommes à disposition. Entre le XIe et le XIIIe siècle, les seigneurs vont se lier entre eux par des alliances. Les petits seigneurs, par la cérémonie de l'hommage, deviennent l'allié du seigneur plus important, son vassal. Le grand seigneur, appelé le suzerain, et son vassal ont chacun des obligations. C'est la féodalité, les relations de domination et d'entraide entre les seigneurs. Voici comment fonctionnait ce qu'on appelle en histoire la pyramide vassalique. Ce n'est qu'un schéma, d'accord? Tout en bas, nous avons ici en orange, les petits seigneurs. Imaginons par exemple un petit seigneur de la région de Tinténiac à une trentaine de kilomètres de Rennes. Il a prêté hommage à un seigneur plus puissant. Exemple, le seigneur de Hédé, de Montmurant ou de Combeau. Et ce seigneur plus puissant, il a lui-même prêté hommage à un grand seigneur.
ceux qui possèdent d'énormes territoires, des comtés, des duchés, des comtes, des ducs. Et ces grands seigneurs ont prêté hommage par la cérémonie au roi, qui lui est le chef de l'ensemble du royaume. Alors ça, c'est sur le papier, hein. Dans la réalité, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais voici comment fonctionnait la pyramide vassalique. Le roi, lui, n'est le vassal de personne. Il ne prête pas hommage. Il est le suzerain des suzerains, le seigneur des seigneurs. Au Moyen Âge, on se rappelle que la société se divise aussi en trois groupes, hein. Ceux qui prient pour la société, le clergé, les prêtres, les moines, ceux qui combattent et qui protègent la population, les seigneurs, les chevaliers, et ceux qui travaillent pour nourrir le pays, c'est-à-dire 90% de la population, des agriculteurs, des artisans. On parle de société féodale qui se divise en trois groupes, hein. Les nobles, qui font le métier des armes, qui défendent les villages, les seigneurs, qui possèdent des domaines, des terres qu'ils vont louer à des paysans. Il y a également les chevaliers, eux, ils possèdent une grande partie de la terre, d'accord? Et ils exercent le métier des armes. Et surtout, ils ne travaillent pas de leurs mains. De l'autre côté, nous avons ici le clergé. Son rôle est très important dans la société du Moyen Âge parce que c'est une société extrêmement croyante. Il y a des moines, des prêtres, des évêques, ils prient et ils s'occupent des croyants. Ils vont faire l'école, mais également les cérémonies comme les messes, dimanche, les baptêmes, les mariages, les enterrements. D'accord? Et nous avons la grande masse qu'on appelle des roturiers, des paysans principalement, qu'on appelle des vilains ou des manants, des artisans, des marchands, mais aussi des bourgeois qui eux aussi peuvent, dans certains cas, au Moyen Âge, obtenir quelques privilèges, des terres notamment, et aussi des fonctions importantes. On verra ça après. Les paysans travaillent et fournissent des céréales pour les nobles et pour le clergé, et ils payent des impôts à la noblesse et au clergé. Voilà comment se structure à peu près la société féodale, la société du Moyen Âge, on va dire à peu près entre le Xe et le XIIIe siècle, entre les années 900 et les années 1250-1300. Après, la féodalité se transformera. D'un roi faible à un roi de plus en plus puissant. Charlemagne est mort en 814. Son fils, Louis le Pieux, parce qu'il était très croyant, le Pieux, en 843. On se rappelle que son empire a été divisé entre ses trois fils. Charles le Chauve va mourir dans le courant des années 870. Très compliqué pour lui, il va subir les attaques de Vikings, hein, donc une situation très compliquée. Et les rois qui viennent après, dans les années 870, 880 et 890, meurent assez jeunes, ce qui va permettre du coup à nos grands seigneurs, nos comtes, nos ducs, de prendre petit à petit le pouvoir. Et dans cette lutte entre des rois qui sont faibles et des seigneurs qui sont de plus en plus puissants, on a deux familles qui essayent de prendre le pouvoir royal. Les descendants de Charlemagne, les Carolingiens, et les descendants des Robertiens, du nom de Robert le Fort, qui est un personnage important, un seigneur médiéval de la région parisienne, très connu. Lorsque le dernier roi carolingien meurt, Louis V, en 987, le dernier descendant de Charlemagne est étranger. Donc, les grands du royaume, les comtes, les ducs, les évêques, vont choisir une autre personne dans la famille des Robertiens. Elle s'appelle Hugues Capet. Écoutons ce que nous dit Richer. Si vous voulez la prospérité de l'État, donnez la couronne à l'éminent duc Hugues. Choisissez le duc qui se recommande par ses actions, sa noblesse et sa puissance militaire. Vous trouverez en lui un défenseur non seulement pour l'État, mais encore pour vos intérêts privés. Grâce à son dévouement, vous aurez en lui un père. Cet avis fut adopté et unanimement approuvé. Le duc fut élevé sur le trône du consentement de tous et couronné à Noyon par l'archevêque et les autres évêques. Proclamé roi des Francs, des Bretons, des Normands, des Aquitains, des Goths, des Espagnols et des Gascons. On revient sur la première partie. Vous trouverez en lui un défenseur non seulement pour l'État, bon bah normal, il est roi, mais encore pour vos intérêts privés. Ça veut bien dire quelque chose. Hugues Capet est un roi que l'on va choisir parce que il est connu, mais il n'a pas énormément de territoire, il ne va pas faire de l'ombre aux autres seigneurs. Le projet des nobles, c'est quelque part choisir aussi quelqu'un de prestigieux, de connu, de célèbre, mais qui ne sera pas trop un danger pour les autres seigneurs. Alors, regardons. Voici le royaume des Francs au début du règne de Hugues Capet en 987. On remarque que le domaine royal,
en bleu, le territoire qui appartient à Hugues Capet est quand même relativement faible, si on le compare au duché d'Aquitaine, au duché de Bretagne, au duché de Normandie, au duché de Gascogne. On voit bien que là, le duc de Bretagne, le duc d'Aquitaine, le duc de Gascogne, le comte de Toulouse sont devenus quasiment des seigneurs autonomes. Et donc toute l'histoire de la monarchie française au Moyen Âge, ça va être d'effacer cette autonomie et que le roi de France devienne maître totalement de son royaume. On ne peut pas comprendre Louis XIV si on ne comprend pas cette situation initiale. Regardons le nord du royaume de Hugues Capet, un an avant sa mort, en 995. Le comte de Flandre et le duc de Normandie sont des territoires autonomes qui n'obéissent pas à la loi du roi et qui sont quasiment des ennemis aux portes du domaine royal. Donc on voit bien que la situation des rois de France, au début, elle est compliquée. Mais le roi, c'est un personnage particulier, ce n'est pas quelqu'un comme les autres, ce n'est pas un seigneur comme les autres. Pourquoi? Parce que même s'il est roi, parce que son père était roi, le roi a le droit à une cérémonie spéciale, tirée de la Bible, qui s'appelle le sacre. Après une nuit de prière, le roi va se rendre à la cathédrale de Reims, où là, l'archevêque va le bénir avec une huile, une crème spéciale qui serait descendue du ciel lors du baptême de Clovis dans les années 490-500. Bien sûr, envoyé par Dieu. Et une fois la cérémonie achevée, le roi est quelqu'un de particulier. Il possède des pouvoirs quasiment extraordinaires, surnaturels, magiques. On dit même du roi qu'il est thaumaturge, c'est-à-dire un guérisseur. Il peut même guérir certaines maladies juste après le sacre, parce qu'il a été touché par la grâce de Dieu. Le roi de France est un personnage qui est lié au divin. Ce n'est pas le cas des autres seigneurs. Le roi de France est bien quelqu'un de spécial. Carte A, la France, en 987, et la France au XVe siècle, environ 400 ans plus tard. Observons le domaine royal. Le domaine royal, comme on l'a vu, est très faible ici, à la fin du Xe siècle. Alors qu'au XVe, tous les territoires en bleu ont été récupérés par la couronne. Comment? Principalement la guerre. C'est le cas de la Bourgogne, de la Guyenne, du Languedoc, de la Normandie et plus tard de la Bretagne. Par mariage, c'est le cas de la Champagne. Mais ça peut être aussi par rachat de terres. Résumons. Depuis les années 900, le pouvoir des Carolingiens, descendants de Charlemagne, est de plus en plus fragile à cause des invasions et de la faiblesse des rois. Les seigneurs deviennent de plus en plus autonomes. En 987, les grands seigneurs et l'Église choisissent Hugues Capet, le duc de Paris, comme roi de France. Jusqu'en 1328, ce sont ses descendants qui seront rois. On les appelle les Capétiens. Hugues Capet, Capétiens. Après 1328, ce sera les Valois qui sont les cousins. Les premiers rois n'ont que peu de pouvoir et un territoire privé d'où ils tirent leur richesse, le domaine royal. C'est la terre qui appartient directement au roi. Sur cette terre, il y a des agriculteurs qui donnent une partie de leur récolte, qui payent des impôts. Il y a des péages à l'entrée des ponts, à l'entrée des villes, sur certaines routes. Il faut payer le moulin également, il faut payer pour le four. Tout ceci enrichit le roi. Et les premiers rois vont agrandir leur territoire, leur domaine royal par des guerres, des rachats et des mariages. Observons un petit peu les trois grandes familles de rois qu'il existe à l'époque. Alors les dates sont pas toutes bonnes, hein, mais bon, ça après, c'est des histoires d'historiens, vous en occupez pas. Les Mérovingiens, qui sont ces rois barbares, Clovis, hein, qui est le premier roi des Francs à être baptisé comme étant chrétien, remplacé ensuite par les Carolingiens, dont le plus connu est Charlemagne, et ensuite là où nous sommes rendus, nous, Hugues Capet, 987 jusqu'aux années à peu près 1300, 1300, 1500, hein. On peut parler de Capétiens directs ou de Capétiens valois. C'est la grande famille des Capétiens qui ira jusqu'en 1792 et même au-delà. Philippe Auguste, par exemple. Prenons quelques rois célèbres. Roi de 1180 à 1223. Il va battre le comte de Flandre, l'empereur germanique, Othon, et les alliés du roi d'Angleterre au nord de l'île à Bouvines le dimanche 27 juillet 1214. Il va faire de la France un royaume respecté en Europe.
Louis IX et Philippe le Bel vont construire un véritable état royal. Louis IX, dit Saint-Louis, roi de 1226 à 1270, n'hésite pas à confisquer les terres et les biens des nobles qu'il juge incohérents, c'est-à-dire des nobles qui peuvent avoir commis des crimes. Pour Louis IX, c'est incompatible avec la fonction de la noblesse, de l'aristocratie, qui doit défendre la population. Donc, Louis IX n'hésite pas, sans aucun problème, à s'imposer face à la noblesse. Le roi, par exemple, Philippe IV, Philippe le Bel, son petit-fils, lui, va s'appuyer sur la bourgeoisie. Il va donner des droits aux bourgeois. Ça lui permet pendant ce temps-là de contrer la noblesse. Et plus tard, Philippe V, lui, pourra créer un premier impôt royal. Donc petit à petit, on a un royaume qui se structure, qui s'organise. Pendant la guerre de Cent Ans, on y reviendra, Charles VII, roi de 1429 à 1461, gagne la guerre de Cent Ans et va reconstruire l'État royal. Comment? En créant une armée permanente, avec des garnisons et des archers dans tout le royaume à sa disposition. Grande différence, avant quand le roi voulait faire la guerre, il devait appeler les comtes et les ducs, qui appelaient leurs vassaux, qui appelaient eux-mêmes leurs vassaux, et donc il fallait réunir l'armée des vassaux du roi pour faire la guerre. Maintenant, on peut toujours réunir cette armée, mais en plus, le roi dispose d'une armée qui est une armée qui lui appartient, une armée royale. Et elle est permanente. On peut la mobiliser à n'importe quel moment. Louis XI, magnifique profil comme vous pouvez le constater. Lui, il va véritablement développer l'administration du royaume de France. C'est le premier, c'est pas le premier, mais c'est lui qui va développer vraiment un conseil du roi. On va traiter des grandes affaires politiques, qui va déléguer la justice, donner les fonctions de justice à des parlements, un petit peu partout dans le royaume, et développer une chambre des comptes qui est là pour vérifier les finances du royaume. Il va s'appuyer lui aussi sur la bourgeoisie des villes, sur le peuple, et créer un ordre, l'ordre de Saint-Michel. Alors, quand on est un noble et qu'on veut être bien vu, il faut être accepté dans cet ordre-là, mais il faut avoir juré fidélité totale au roi. Encore un moyen de contrôler la noblesse. Si je résume un petit peu par ce tableau, hein, Philippe II, Saint-Louis, Charles VII et Louis XI. Philippe II, agrandissement du domaine royal, il va confisquer la Bretagne, la Normandie, le Poitou, la Guyenne, au roi d'Angleterre, et il va gagner la victoire de Bouvines. Saint-Louis, il va imposer sa justice aux seigneurs. Il va créer les baillis, qui représentent le roi dans les provinces du royaume. Charles VII va battre les Anglais, créer une armée permanente. Louis XI crée l'ordre de Saint-Michel et développe un conseil du roi, un parlement et une chambre des comptes. Si on essaye de comprendre dans le temps l'évolution de son pouvoir, on peut voir qu'au début de la période des Capétiens, le pouvoir royal est faible. Il s'affirme au XIIe, XIIIe et début du XIVe siècle. Il s'affaiblit pendant la guerre de Cent Ans. Et avec Charles VII, Louis XI et les rois qui viendront après, il se reconstruit pour devenir encore plus puissant, plus fort, plus organisé. En effet, Grand 3, les rois de France vont être renforcés après des crises. Il y a une crise, le roi s'en sort, il y en a eu plusieurs, hein, en 1354 notamment, mais là on va aller sur une crise que tout le monde connaît, au moins de nom, c'est la guerre de Cent Ans. La France et l'Angleterre vont connaître un long conflit à la fin du Moyen Âge. À nous d'en expliquer les causes, le déroulement et les conséquences. Prenons cet arbre généalogique. Le roi Philippe IV, ici, avait 3 fils. Louis X, qui meurt sans enfant. Philippe V devient roi. Il meurt sans enfant en 1322. Son autre et dernier frère, Charles IV, qu'on surnomme l'Oison, ça veut dire qu'il est quand même pas très très malin parce qu'il a la cervelle d'un moineau, meurt également sans enfant en 1328. Il n'y a plus de descendants directs du Capet, pour la première fois depuis 987. Qui choisir? Est-ce qu'on refait une élection? Ou y a-t-il d'autres membres de la famille? Ses 3 frères avaient une sœur, Isabelle, qui a épousé le roi d'Angleterre. Elle a eu un fils, Édouard III. Si on est logique, le plus proche de la couronne française, c'est le roi d'Angleterre. Or, impossible de donner la couronne à un roi anglais, qui est un ennemi depuis l'époque de Philippe Auguste. Les grands du royaume vont s'arranger et donner la couronne à Philippe VI de Valois, qui est le frère
du roi Philippe IV, qui est déjà assez âgé. Comme ça, la couronne reste dans le domaine français. Les rois de la guerre de Cent Ans, Philippe VI, Jean II, Charles V, Charles VI et Charles VII. Automatiquement, pour des raisons multiples, les rois d'Angleterre vont déclarer la guerre à la France pour obtenir la couronne de France. Les rois d'Angleterre estiment que la couronne de France devrait leur revenir, que Philippe VI de Valois est un usurpateur, un traître, il n'aurait pas dû être sur le trône, je résume, hein, et donc les rois d'Angleterre veulent prendre la place, tout simplement, de la couronne de France. Alors il y a des épisodes assez tragiques pendant cette guerre de Cent Ans. Le roi Jean II le Bon, est fait prisonnier et séjournera plusieurs années en Angleterre pendant que son jeune fils, Charles, le futur Charles V, est en train d'essayer de se sortir d'une émeute à Paris, réunit une rançon, convoque pour une des premières fois ce qu'on appelle les États généraux du royaume pour trouver une solution, trouver de l'argent, mais la situation va quand même relativement se stabiliser. En 1415, la France perd une bataille décisive, la bataille d'Azincourt. On peut estimer qu'en France, 60 à 70% de la noblesse française meurt sur le champ de bataille d'Azincourt. C'est une catastrophe. Par le traité de Troyes, qui est signé en 1419, il est dit que le royaume de France, à la mort du roi, n'ira pas à son fils, au roi Charles, mais ira au roi d'Angleterre. Le futur Charles VII se réfugie à Bourges, je vous montrerai sur la carte après, et essaye de maintenir la résistance. Et c'est là qu'entre en scène Jeanne d'Arc, née en 1412 environ. Jeune paysanne en Lorraine, elle dit avoir entendu des voix divines l'encourageant à chasser les Anglais, qui occupent une grande partie du royaume. En 1429, elle parvient à rencontrer à Chinon le dauphin, Charles. Le dauphin, c'est le premier fils du roi, qui a été déshérité par son père au profit du roi d'Angleterre. Elle va le convaincre de lui fournir une petite troupe. Elle va réussir à libérer Orléans et conduire le dauphin à Reims pour le faire sacrer. C'est l'image que vous avez ici. Car même s'il était roi, il n'avait pas eu la cérémonie du sacre, cette fameuse cérémonie qui lui donne un pouvoir quasi divin. Le roi est enfin sacré, il est enfin lié à Dieu. Quelque temps plus tard, Jeanne d'Arc sera capturée par les Bourguignons, donc en Bourgogne, qui sont les alliés du roi d'Angleterre, qui vont la livrer aux Anglais. Jeanne d'Arc sera brûlée vivante à Rouen en 1431. Mais Charles VII est devenu roi et la résistance continue. La guerre de Cent Ans, alors si on regarde ici sur la carte 1380-1450, ce qui est en jaune, ce sont les possessions anglaises. Ce qui est en vert, ce sont les positions de la Bourgogne, des Bourguignons, et les deux sont alliés. Il ne reste plus qu'au roi de France que cette partie-là. En 1453, victoire de Castillon, qui va chasser définitivement les Anglais de Guyenne. En 1453, la guerre de Cent Ans est gagnée pour la France. Les Anglais sont quasiment chassés du territoire. Voici à quoi ressemble l'Europe à la fin du XVe siècle. On voit que le royaume de France s'est considérablement agrandi, que le domaine royal est très important. Et vous avez une vue un petit peu des différents royaumes qui existent. On est dans un contexte de monarchie. Il n'y a pas d'Allemagne. On a un Saint-Empire romain germanique qui prend également tout le nord de l'Italie, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas. Il n'y a pas d'Italie. Elle est divisée en plusieurs royaumes. Un grand royaume de Hongrie et un grand royaume de Pologne. La France, entre 987 et 1480, a réussi à développer une monarchie héréditaire, de père en fils, une monarchie divine, sacrée, une monarchie organisée, et une monarchie qui a su se relever de la guerre de Cent Ans, une monarchie solide. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée!